Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un invité spécial, qui est Rémi, qui tient une chaîne Instagram qui parle de fantasy, de littérature, un petit peu de tout ce qu'on aime, quoi. Principalement de la fantaisie, quand Ouais, même, c'est mon gros dada. Et du coup, c'est l'encre de la magie que vous pouvez retrouver sur Instagram. Pour la petite info, moi, du coup, ouais, que vous retrouverez en petit lien aussi. Alors, pour une petite info, moi, j'ai 34 ans et je suis tombé dans la fantaisie à l'âge de 11 ans. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans que je lis que de la fantaisie et principalement donc de l'epic fantasy qui est mon genre préféré. Voilà. Donc, si vous avez envie de partager vos lectures ou découvrir de nouveaux auteurs, ben, je suis là. J'ai toujours envie de partager ma petite passion, mon univers. Et pour mes auteurs préférés, forcément, on a un petit lien en commun avec c'est Michaela. ça. On va retrouver Robert Jordan, que j'ai connu quand j'étais ado, donc qui a traîné en longueur et que j'ai pu finir cette année. Merci d'ailleurs pour le coup de main sentimental, émotionnel, Nicolas. Voilà, le soutien émotionnel. Le soutien émotionnel. Ouais, Jordan, Pével et forcément Bradley Beaulieu. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs que tu es avec moi aujourd'hui, c'est parce que je te considère comme l'expert Bradley Pibaulieu de Characaille qui a jusqu'à maintenant tout lu, hein, parce que il y a eu plusieurs volumes. Le sixième, c'est ça? Cinquième? Le sixième sort en 2021, ouais, en Ouais, juillet. voilà. Tu sais jusqu'à combien de tomes il va y avoir? C'est le dernier qui sort cette année. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ouais. Il va falloir s'en remettre aussi, hein. Oui, bah, je ne suis pas sûr d'y arriver non plus. Donc aujourd'hui, on va justement parler du premier tome, hein, qui est Les 12 rois de Characaille. Donc là, on a les versions anglaises, mais il a été traduit en français sous le titre. Les Euh, 12 à Racaille. donc moi, j'ai lu récemment ce premier tome. Toi, on a dit, hein, tu as lu déjà presque toute la saga. Il manque le dernier tome qui va sortir en juillet et on va pouvoir ainsi discuter un petit peu de nos ressentis. Moi, n'ayant lu que le premier, je vais pouvoir faire des spéculations. Tu vas pouvoir un peu nous indiquer, nous dire pourquoi est-ce que cette série est géniale et pourquoi est-ce qu'elle continue à être géniale, hein. Bah ouais. Donc, on va commencer par vous présenter un petit peu l'auteur, qui est un auteur très, très actif sur Instagram, tu me le disais, qui est très accessible et qui partage beaucoup avec ses lecteurs. Donc, c'est toujours un plaisir. Bah, déjà sur Facebook, parce que moi je l'ai rencontré à la base sur Facebook. C'est depuis 2017 qu'on converse ensemble, donc c'est quelqu'un vraiment de très très présent. Et quand j'ai créé ma page Instagram, ça a été un des premiers même à s'abonner à ma page, donc pour suivre le lien, etc. On échange beaucoup avec lui, enfin beaucoup quand tu as envie d'échanger avec lui, il répond présent. Et puis voilà, c'est un bon vivant qui aime la nourriture, qui aime ses enfants, sa famille, et qui écrit très vite parce que mine de rien, il a écrit beaucoup de romans, beaucoup d'univers, qui écrit très vite et très bien. Pour Sharakai, du coup, 6 tomes, une préquelle, 5 nouvelles. Il a écrit aussi The Burning Light, qui est un roman indépendant en science-fiction. Il a participé aussi à des livres coécrits, des genres de recueils, etc. Et sa première trilogie, qui s'appelle The Lays of Anushkaya, dont le premier tome est The Winds of Kalakovo, une inspiration plus russe et hindouiste, on va dire. Voilà. Ouais, ah, ça a l'air génial. Surtout, sachant que l'un des points forts de Beaulieu, selon moi, c'est quand même l'atmosphère et l'univers qu'il crée. Donc, Exactement. Ouais. ah là là, ça donne envie. Bon, voilà. Donc, parlons plutôt de Characaille, hein, parce qu'on est Ouais. là pour ça. Donc, écoute, puisque toi, tu as une bonne idée de l'univers de manière générale, je te laisse commencer le résumé, hein. Du coup, Sharakai, qu'est-ce que c'est Sharakai, c'est en premier lieu une ville, et c'est une ville qui tient place dans le grand désert du Shangatse. C'est en gros la grande carte que vous avez au tout début de la série et qui vous est livrée par l'auteur. C'est une cité, qui est considérée comme la perle du désert en fait, parce que c'est le centre et le carrefour un peu commercial et culturel de tout cet empire. Voilà. Elle est dirigée par 12 rois, qui sont considérés comme cruels, très puissants, est quasiment immortel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils dirigent Sharakai depuis des siècles et ils oppressent le peuple et, par extension, les autres empires, puisque Sharakai n'est qu'une ville dans le désert. Ces 12 rois, du coup, ils sont là depuis longtemps, mais ça s'explique aussi parce qu'ils ont une armée qui les soutient. Donc, ils sont les Silver Spears, donc les lances d'argent. Ils ont aussi une garde d'élite, les Blade Maiden, qui sont du coup les vierges. Yeah qu'on aime tous, je crois, forcément.
Et ils ont des entités mystérieuses, assez terrifiantes, qu'on ne connaît pas trop bien au début, qui s'appellent les Azirim, et qui sont un petit peu leur dernier garde-corps, si tu veux, en fait, pour maintenir cette garde de fer, cette poigne de fer qu'ils ont sur Sharakai et sur le désert en entier. Mais, et c'est là que commence vraiment l'histoire. Mais on suit une protagoniste bien particulière qui s'appelle Cheda et on la rencontre alors qu'elle est en pleine bataille, si on veut, en plein combat dans une fosse où il y a des espèces de gladiateurs guerriers clandestins qui se rencontrent. Donc on a vraiment déjà ce personnage badass qui sait manier l'épée, qui nous a introduit d'une façon efficace mais à souhait. Et donc Cheda, c'est la protagoniste qu'on va suivre le plus souvent parce qu'il y a quand même plusieurs points de vue. Et elle est particulière parce que, en fait, elle recherche quelque chose, une espèce de vérité. Et tout ça est lié de près ou de loin au roi. Ces derniers, eh bien, ils sont, comme on l'a dit, bien protégés, mais il y a quand même un espèce de mouvement qui s'est formé, un mouvement qui veut se révolter, se venger des rois. Et Cheda, alors qu'elle est dans une espèce de mission pour apporter des messages secrets justement entre les personnes influentes et possiblement justement ce mouvement de révolte, elle découvre quelque chose qui peut-être va lui fournir les réponses dont elle a besoin pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé autour de sa mère. Cheda, elle a ce besoin de vengeance aussi très personnel en comparaison à d'autres habitants de Sharakai, c'est que sa mère est décédée aux portes du palais des 12 rois. Et du coup, elle a ce souvenir d'enfance, mais elle ne sait pas forcément tout ce qui s'est passé autour. Voilà, donc il y a vraiment un mystère qui plane. Donc voilà un petit peu de quoi ça parle Sharakai. Vous l'aurez compris, c'est un univers plutôt complexe qui implique différents points de vue, différents buts, différents motifs. Et on peut un peu discuter de nos premières impressions peut-être après avoir lu ce premier tome, en tout cas pour moi, et puis toi également, et puis peut-être comment est-ce que ça continue dans le reste du récit. Moi, la première fois où j'ai eu le livre en main, c'était donc en 2016. Le livre est sorti en 2015 en VO, 2016 en VF. Et je l'ai acheté complètement par hasard à Cultura, où je passais du coup. Pourquoi? Déjà parce que la couverture m'a plu, c'est Marc Simonetti, et ça m'a tout de suite emballé ce côté oriental. Je me suis dit, je lis de la fantasy depuis longtemps, mais je ne suis jamais tombé sur quelque chose à ce point-là, même rien que l'image de base, parce qu'il faut savoir que la cover française ressemble quand même pas mal à celle de la VO. Ça m'a emballé tout de suite, et j'ai été pris vraiment directement. L'univers en lui-même, ses inspirations très arabiques, un peu Chine ancienne, on va dire, des inspirations mongoles aussi qu'on va retrouver par la suite. C'est tout un univers très complexe qui a été écrit par Beaulieu, et c'est plus que juste une simple fantaisie de base, une histoire de vengeance. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. C'était rafraîchissant vraiment d'avoir déjà un environnement qui change un petit peu. Toutes les influences dont tu as parlé, elles sont vraiment présentes. Et la façon dont c'est décrit, justement, on sent qu'il y a toute une tradition, toute une culture derrière. C'est pas creux et c'est génial. Oui, il a créé son univers, il a vraiment créé comme tu dis, un environnement, un empire, une mythologie, parce qu'il y a aussi une mythologie, et cette mythologie-là, du coup, elle porte aussi l'action à certains moments du récit, et c'est vraiment super intéressant de voir à quel point on peut plonger dans l'histoire avec Beaulieu. C'est ça. Et au-delà de ça, il y a des personnages, comme on l'a dit, hein, on a déjà manifesté le fait qu'on les adore, qui sont super complexes, avec des arcs narratifs, mais juste incroyablement bien pensés, des dynamiques entre les personnages qui fonctionnent, où on se dit toujours, ce personnage-là, voilà, on le suit, on vit avec, et après on passe à un autre personnage qui vit aussi à fond et qui ont des décisions des fois difficiles à prendre, qui prend des directions inattendues. Vraiment, il y a plein de surprises. Et chose efficace, je trouve aussi, c'est que aussi bien on a les chapitres concernant les protagonistes, mais on a les chapitres aussi concernant les rois, un peu plus rares forcément que les héros de la série, mais ils sont super importants ces chapitres, et ils permettent aussi d'avoir cet autre côté de l'univers, parce que du coup, moi c'est mon gros sentiment, on l'a déjà évoqué entre nous deux, du coup ces personnages qui sont un peu à fleur de peau, ouais. décrits à fleur de peau, qui réagissent d'instinct,
mais qui finalement, ils ne sont ni noirs ni blancs. C'est-à-dire que même les gentils ne sont pas tout blancs et les méchants ne sont pas tout noirs. Et c'est Ça. très rafraîchissant. C'est des personnages qui évoluent complètement et qui vraiment donnent la direction à l'histoire. On en a déjà parlé, le fait que les décisions impactent l'histoire, ça donne vraiment de l'importance aux personnages au lieu d'avoir une histoire qui guide des personnages avec des décisions incohérentes. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Pour venir aux personnages, il y a aussi un élément que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ne sont pas invincibles. On a vraiment l'impression qu'ils vivent et qui ne sont pas mis sur un pied supérieur aux autres. Ils sont tous à égalité, ils ont tous des motivations valables et ils évoluent ensemble. Et on a peur en tout cas, moi j'ai peur pour la suite parce que je me dis, c'est pas un monde hyper gentil, quoi. Mais on a peur pour eux, comme tu dis. Ils vivent vraiment d'instinct. Et comme ils vivent d'instinct, ils sont sur la corde raide à chaque fois. Et il suffit d'un seul faux pas pour que finalement un de vos personnages, vous lui disiez au revoir, quoi. Et là-dessus, aucun personnage, et je ne parle pas juste de personnages qui peuvent être tués, attention, ce n'est pas un spoil, voilà, juste aucun personnage n'est émotionnellement jamais touché. Ouais. Ils ont tous quelque chose au bout d'un moment. Et un autre élément que j'ai beaucoup aimé, c'est juste la plume de Beaulieu, quoi. C'est, comme on l'a dit, efficace. Bon, on est dans le désert et moi, j'avais l'impression de sentir le sable sur ma peau, sentir le vent, la chaleur, sentir les odeurs aussi. Et c'est génial, ça, parce que niveau immersion, on est à fond dedans, quoi. Alors, même les scènes de base, comme tu dis, déjà rien que les scènes dans la ville, tu sens les odeurs quand elle est dans le souk, tu sens du coup la chaleur dans les rues de Characaille, tu sens la fraîcheur dans la nuit, les scènes de bataille, on en parle, elles sont juste géniales. Elles sont géniales. Ouais. C'est très visuel, c'est très fluide. J'ai jamais fait d'escrime de ma vie, mais je me dis, mais l'auteur, il fait de l'escrime, quoi. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait penser à cet aspect de gladiateur, tu sais, parce qu'ils n'ont pas simplement des épées, ils ont aussi d'autres armes un peu plus exotiques, j'ai envie de dire. Et quand on la rencontre justement au tout début de l'histoire et qu'elle est en train de confronter un espèce de colosse baraqué et tout, on voit qu'en fait, ça va même plus loin que juste une scène de bataille, c'est qu'elle réfléchit, elle a des tactiques tout à fait différentes des grosses brutes, et c'est tout en subtilité. Et j'adorais. Et tant mieux, c'est ce qui donne aussi au personnage de Cheda cette force, c'est que c'est pas juste un énième personnage féminin qui est juste badass, mais qui a été lancé comme ça. Non, on apprend qu'elle est badass, oui, mais parce que du coup, elle maîtrise l'épée dans les arènes depuis son enfance. Mm-hmm. Donc, on lui a donné déjà un background quand on commence l'histoire qui fait d'elle déjà un personnage doué. Voilà, elle rencontrera d'autres adversaires qui sont des fois même plus doués qu'elle, mais dans tous les cas, on part déjà avec un bon avantage. Et ça donne la cohérence à Cheda. Ouais. Et que ce soit Cheda ou son meilleur ami Emre, qui est aussi un personnage que j'aime beaucoup, tout l'univers, tous les autres personnages, ils ont tous, comment dire, ils n'ont pas forcément un background aussi approfondi que Cheda, mais ils ont tous quelque chose qui fait que déjà on a l'impression qu'ils sont vivants, qu'ils sont cohérents et qui leur donne une dimension, mais vraiment. Tu as lu le tome 1 et tu te rends compte qu'en fait, alors que tu touches à peine du doigt les personnages, tu te rends compte qu'ils ont déjà vécu une histoire. Et cette histoire, malgré que ce soit un tome 1, elle nous est pseudo-contée par des petites bribes données par-ci par-là, ce qui donne une force à tous les personnages et forcément un attachement hyper important, quoi. Et je pense que là, on est juste dans un tome 1, hein, juste pour préciser, et on a déjà un attachement assez fort. J'imagine même pas dans la suite. Dans la suite, tu verras, parce que forcément, les personnages auxquels tu t'es accroché vont prendre en force, en maturité. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent, pas trop quand même, mais tout de même. Et c'est assez impressionnant. Le jeu de Beaulieu est assez impressionnant. Et je reviens sur un dernier élément que j'avais noté et que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que on en a déjà parlé, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. C'est le genre d'histoire qui va t'amener un conflit, certes, entre deux points de vue, mais il n'y en a pas un qui est diabolisé ou un autre qui est plus justifié que l'autre. Et c'est juste une question de perspective. Exactement. Et on peut vraiment se placer un peu des deux côtés. Oui. Et c'est terrible parce que ça rend les choses encore plus difficiles pour nous, lecteurs, qui avons les deux points de vue. Parce que si on a un personnage dans l'histoire, on prend parti. Mais là, on se dit, ça construit de la tension, ça construit de l'anxiété, de l'angoisse. On sait que ça va
clasher à un moment ou à un autre, mais il n'y a pas de personne qui a vraiment tort au final. Non, et encore, tu en es au premier tome. Ah, Et, Dieu, je même pas. et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, comme tu dis, il n'y a ni blanc ni noir, on ne sait pas forcément quel côté choisir, et je suis même pas sûr qu'il y ait un côté à choisir. Non, je pense même pas. Ils vont développer vraiment tout ça, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que voilà, là j'ai fait le petit résumé des rois, les diabolisant un petit peu, parce que c'est aussi le pitch de départ, mais c'est ce que je me tue à répéter à chaque fois, non, Sharakai, c'est pas qu'une histoire de vengeance. Parce que ce serait vraiment dommage de limiter ça juste ce mot-là. C'est beaucoup plus vaste. Et comme tu dis, on va apprendre les tenants pour tous les personnages. Et même les rois ne sont pas noirs, 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 quoi. C'est ça qui est ces petites touches que Beaulieu a glissées dans le récit qui sont juste superbes à découvrir au fur et à mesure des tomes. C'est ça. Je me réjouis en tout cas. Tu n'as pas fini, tu n'es pas au bout de tes surprises. Ah non, mais ça, je n'en doute pas une seule seconde. Alors, maintenant qu'on a un petit peu parlé de pourquoi est-ce que ce livre est génial, on vous a donné les avantages, on vous a donné un synopsis, on va passer à une partie qui contient des spoilers. Donc, si vous n'avez pas encore lu le premier tome, eh bien, je vous dis au revoir. Allez lire ce bouquin parce que c'est vraiment une perle, vraiment. Donc, si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez lu le premier tome. Et du coup, on va commencer par revenir un peu sur nos impressions un peu générales, mais plus ciblées sur certains moments, sur certains aspects qui, du coup, dévoilent un peu des spoilers. Je sais pas si tu en as, toi, puisque ça fait un petit moment que tu l'as lu, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est vraiment resté en tête? Alors moi, ça sera plus des scènes, deux scènes en particulier. Il y a une en premier, c'est quand Zaïd fait le tatouage sur la main de Tcheda. Cette scène m'est restée en tête depuis très très longtemps et je l'ai trouvée très poétique, très très belle. Et, elle est marquée finalement par la matrone des Blade Maiden. Donc c'est pas anodin non plus dans le récit, si tu veux. Et donc, ça marque aussi son appartenance aux Blade Maiden, ça marque son appartenance en tant que fille de roi. Puisque c'est ça, les Blade Maiden sont en fait des filles de roi de Sharakai. Voilà, donc première scène, ce serait ça. Je vais te parler plutôt de mes scènes, puisque du coup, moi, ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas lu le 1. Et après, ce qui m'est resté, alors je ne me rappellerai plus exactement, mais c'était une scène où Cheda est enfant et elle monte sur l'arbre de Celia. Qui est donc la sorcière du désert, en tout cas présentée comme ça. Et c'est un acacia, je le dis, parce que du coup, il y a beaucoup de symbolisme chez Beaulieu, donc c'est aussi important de le savoir. Et il y avait une scène comme ça où elle voit des fragments du passé, ou en tout cas, elle voit quelque chose dans l'arbre de tête, et je ne sais pas pourquoi, c'est pareil, c'est la plume qui était là, qui a fait que ça me reste en mémoire, quoi. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi la scène du tatouage parce que là aussi, il y a un peu une symbolique, c'est-à-dire que ça marque une époque, carrément une... Un passage. Oui, c'est ça, un passage dans sa vie parce que au début, on la croise un peu dans sa vie quotidienne. Voilà, elle se bat, elle fait la coursière, elle envoie des messages, elle participe un petit peu à l'organisation de la révolte, mais en même temps pas tout à fait. Donc elle est assez polyvalente. Et après, elle découvre donc le livre de sa mère, elle voit les messages et tout ça. Et elle se dit elle va devoir sauter le pas, elle va vraiment prendre ses responsabilités, entre guillemets, et continuer ce que sa mère avait commencé. Ouais. Et là, c'est vraiment le moment où l'histoire commence, où on se dit, ça va peut-être bien se passer, peut-être pas. Et justement, on arrive au moment où elle décide d'entrer chez les Blade Maidens pour se rapprocher en fait de ses ennemis. Et ce moment du tatouage où en fait elle a un tatouage qu'avait déjà. Alors, il y en a déjà un qu'elle avait d'Arvada. Arvada, ouais. Son père adoptif, son tuteur, on va dire. Qui est un tatouage. Alors, au début, elle pensait que ça voulait dire quelque chose comme bâtarde ou quelque chose comme ça, assez péjoratif. Et après, elle a cet autre tatouage qui sont les mains qui me fait penser à comment ça s'appelle, tu sais, avec le... Ouais, voilà. Et du coup, elle découvre qu'en fait, il y a tout un autre sens à ce tatouage. Donc, vraiment, c'est un moment hyper important, je pense.
Ouais, et puis tu vois, en parlant, là, tu parles du livre de sa mère, et c'est très rigolo parce que finalement, elle grandit donc sans mère et sans père. Elle a son tuteur, Darzada, Mhm. qui est un apothicaire, en fait, dans Sharakai, donc qui peut guérir, etc., des petites maladies par des petites potions, bref, voilà. Mais c'est par le livre de sa mère qu'elle va finalement apprendre qu'elle est une fille de roi. Une fille de roi, ouais. Et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que voilà, ses premiers pas dans la rébellion, finalement, la rébellion aussi contre son père, contre un de ses pères, un de ses pères, contre un des rois qui est son père. Encore une fois, on est sur de la symbolique, et c'est vraiment Mhm. super beau. Et justement, en parlant de symbolique, il y a un moment qui m'a vraiment marqué, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, vraiment. Je pense que c'est difficile de tous les résumer, mais c'est que le moment où Cheda elle voit sa mère, alors c'est dans le flashback, je crois, mais qu'elle découvre sa mère crucifiée à l'envers, je crois, devant le palais. Oh, ça m'a tellement traumatisée parce que justement, il y avait aussi des symboles, des De choses. graver, de graver, c'est difficile à dire, mais en tout cas, fait sur sa chair, Ouais, même voilà, comme si qu'elle avait été poignardée à certains endroits pour y graver des symboles. Ouais. ouais, ouais. C'est Et des ça, images très marquantes. Hein. Et Beaulieu est fort là-dessus, c'est que dans certains de ses tomes, il va te balancer un truc, et alors surtout dans le 4 et le 5, moi qui ont été. Et comme c'était le premier pas en anglais, je revenais dessus, je fais, est-ce que j'ai bien compris? Après, je revenais, je relisais le chapitre et je fais, ah, non, c'est pas possible. ouais, ouais. Regarde. Et, et sans spoiler pour les autres tomes, je le dis souvent, pour moi, Sharakai, il y a presque 2 cycles, 2 séries différentes, ou en tout cas 3 temps. Et il y a le tome 1 et 2 qui est vraiment concentré sur Sharakai en lui-même, la ville. Et donc, comme tu dis, cette rébellion, tout le système autour de la ville. Ensuite, il y a le tome 3-4 qui est plus concentré sur les royaumes du Grand Shangazi. Et le 5-6 qui s'étend au-delà dans tout ce que Beaulieu a pu créer. Voilà. Je Mhm. laisse en suspens, bien sûr, mais Ah, ça a l'air génial. ouais. Alors, j'ai trop hâte que tu avances, je veux trop savoir tes avis. Ah non, mais ça, je sais, ça. Ah. C'est vraiment une série, comme je te l'ai dit, plus j'y pense, plus je me dis, mais en fait, il y a tellement de choses Oui, derrière, c'est incroyable. ça a été écrit de manière intelligente. On a parlé des nouvelles tout à l'heure. Les nouvelles, vous n'êtes pas obligé de les lire, mais si vous les lisez, en fait, ça va apporter un regard nouveau sur un personnage ou une scène. J'ai en tête une des nouvelles qui se passe directement après la fin du tome 4. Et en fait, c'est comme si vous aviez un petit muret là, et vous regardez comment ça s'est passé de l'autre côté de la scène à travers cette nouvelle. Et ça, c'est juste super, quoi. Donc, Ouais. ça va pas apporter un. Si vous ne le lisez pas, vous ne saurez pas ce que vous aurez loupé. Et c'est pas grave parce que l'aventure continue quand même. Par contre, en le lisant, ça va apporter un plus à votre récit. Mhm. C'est juste exceptionnel. Ouais. D'ailleurs, on mettra dans la barre de description un ordre de lecture conseillé par l'auteur lui-même. Donc, si vous avez déjà lu le tome 1, c'est parfait parce qu'à partir de là, c'est des nouvelles qui s'insèrent un petit peu à droite à gauche, hein. La préquelle. Mais ouais. Après qu'elle aussi. Donc, vraiment, c'est un univers qui, à mon avis, va continuer de grandir et de nous étonner. Ouais, j'aime bien savoir un petit peu aussi les spéculations, ce que tu penses, tu vois, parce que tu as lu le tome 1, tu l'as en tête, et il y a des choses que, à mon avis, voilà, tu devines déjà, ou en tout cas, tu as tes petites spéculations, quoi. Que je devine, alors je ne sais pas, mais moi, j'ai un peu le pressentiment que Cheda va donc se rapprocher des rois et qu'au final, elle va se rendre compte que c'est pas tellement eux la vraie menace, comme quoi ils sont peut-être pas si méchants que ça. Pour moi, la vraie menace, c'est Macide. Vraiment. Massive. Macide. Donc le dirigeant des Moonlight Coast. Ouais, les autres sans lune en français. C'est en tout cas une très bonne réflexion. C'est très difficile à dire. C'est une très bonne réflexion. Voilà. Mais en effet, ça, on l'a dit tout à l'heure, rien n'est blanc, rien n'est noir, et les rois ne sont pas tout noirs non plus. Mm-hmm. Non, parce que je pense que ce côté très extrémiste en fait de Macide, qui, en tout cas, dans ce premier tome, il y a eu l'espèce d'initiation de Emre où il tue carrément de sang-froid un des fils d'un roi. Euh, pour moi, c'est terrible. Genre, ce côté extrême, ça ne peut que donner du mauvais parce que, bon, après, je veux bien, c'est une vengeance. Ils ont beaucoup souffert avec les Assyriens qui venaient sûrement chercher leurs proches, quoi que ce soit, mais
Ouais, je sais pas. En plus, il y a la fin qui nous donne un petit peu un petit côté ambigu parce qu'on a un roi qui est donc quand même assassiné Oui. et il dit merci. Oui. Je pense que voilà, parmi les rois, il y a plusieurs clans, on va dire. Il y a Ouais, ceux qui veulent vraiment garder leur pouvoir. Il y a ceux qui sont un peu bons vivants et qui, en gros, se laissent porter. Et puis, il y en a ceux qui en ont assez. Et donc, comme tu dis, je pense que le merci à la fin, c'est plus là-dessus. C'est merci de m'avoir libéré, quelque chose comme ça, tu vois. Euh, je crois que c'est toi qui disais une espèce de lassitude. oui, c'est ça. J'ai l'impression que certains des rois, ils en ont juste peut-être marre, mais bon, il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus profond derrière, hein, on est d'accord, mais dans le sens où, ouais, cette longévité, peut-être ces responsabilités sûrement qu'ils ont, il doit y avoir un truc super lourd derrière, comme si tu faisais un pacte avec le diable. À mon avis, au bout d'un moment, tu commences à avoir peur, je sais Mais pas. pas très loin, quelque part, ils ont fait un pacte avec des dieux C'est ça. pour finalement garder la mainmise sur Sharakai en sacrifiant une tribu. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose de Aussi lourd. avec cette conscience-là, voilà. Ouais. Donc, pour moi, donc la vraie menace, ce serait Macide et peut-être éventuellement Hamzakir qu'on voit juste à la fin, là. Ouais. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, ça me faisait penser aux momies, tu sais, dans leur sarcophage. Et pareil, il y a ce petit côté vampirique où tu te dis, Oui, alors, juste 2 secondes pour en revenir à ce que tu disais par rapport à la mort d'un des fils du roi, et après je reviens là-dessus. ouais, Je suis en train d'y penser en même temps que quand un des rois meurt, c'est un de ses enfants qui prend la suite. hmm, Donc si tu tues finalement un des enfants, tu avances un petit peu finalement, tu vois, ton piège contre les rois, tu vois. ouais, ouais. Donc, il y aurait une espèce d'intrigue comme ça, un peu plus. Finalement, bon, c'est un meurtre de sang-froid, mais un meurtre quand même bien réfléchi. Ouais, ouais, c'est ça, il y a des motivations derrière, je pense. Je me Ouais. suis dit, je crois d'ailleurs même pas que c'est expliqué dans ce premier tome pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, pourquoi lui spécifiquement. Je t'avoue, ouais. Ouais, il me semble pas que c'est plus exprimé que ça, mais effectivement, je suis sûre qu'il y a plein d'autres motivations, hors le fait de juste se venger. Euh, Oui. Effectivement, ouais. Et par contre, pour en revenir à Hamzakir et cette espèce, comme tu disais, d'influence vampirique, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore pour Sharakai et qui quand même est là doucement, en tout cas dans ce tome 1, et va prendre de plus en plus d'ampleur, c'est la magie, et principalement la magie de sang. Mhm. Donc on n'est pas loin de ce truc vampirique, comme tu disais, parce que la magie de sang, elle permet beaucoup de choses pour les praticiens, donc les magis, et on va en découvrir tous les aspects au fur et à mesure des tomes. Je dis bien au fur et à mesure parce que même dans le tome 5, je suis encore choqué de découvrir certaines manipulations de la magie du sang. Ah, en tout cas, ça promet. Encore une fois, ça promet. Donc, voilà, ça, c'est un peu les scènes qui m'ont marqué. Il y en a d'autres, mais elles sont liées à un personnage que j'aime beaucoup. Donc, on va peut-être parler un peu des personnages Ouais. qu'on aime beaucoup et qu'on aime peut-être moins. Alors, moi, c'est Emre, en fait. Emre, donc le meilleur ami de Cheda. Déjà, je l'aime beaucoup parce que il y a cette dynamique avec Cheda qui est très, très bien faite, mais qui est aussi très ambiguë. À un moment, on ne sait pas s'ils sont amis, si en fait ils sont peut-être Ouais. attirés l'un par l'autre. Donc c'est vraiment complexe parce qu'ils ont eu l'habitude de se voir comme presque des frères et sœurs pendant très longtemps. Puis après, ils ont changé, ils ont évolué. Donc il y a cette ambiguïté-là. Et Amway, son histoire m'a particulièrement touchée parce qu'il y a eu cette scène horrible où son frère s'est fait assassiner. Ouais. Et la scène qui m'a marquée par la suite, c'est Cheda qui euh, tue pour la première fois dans ces arènes clandestines le responsable de la mort du frère de Emre. Et ça, oh, ça m'a donné des frissons, alors vraiment. Oh. Ouais, c'est la meilleure amie qui vient se venger pour son meilleur ami, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, je comprends. Et puis, bah, juste pour finir avec Emre, il y a une autre scène avec lui qui m'a vraiment, pour le coup, beaucoup plus touchée, mais en termes de sensibilité, quelque chose de plus doux. C'est quand il va chez cette espèce de vieille femme. En fait, il infiltre la maison, si on veut, puis que il y a cette, je crois qu'elle était, comment on appelle ça, des sages-femmes. C'est celles qui mettaient au monde en fait les fils et filles des rois. Et en fait, elle est un peu maltraitée par son attendante. Et puis, tu sais, tu as tout ce moment où il décrit qu'il va la laver, il va la redresser, il va prendre soin d'elle. Et
je crois que cette scène, elle est juste après, ou juste avant celle du meurtre de sang-froid. Et puis, t'as tellement deux facettes de Emre que j'ai trouvé ça juste tellement bien pensé de les mettre l'une après l'autre. Ce personnage, c'est pas forcément mon préféré. Par contre, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. Ok, je t'écoute. Mais si je devais le définir, je dirais que c'est le cœur. Tu sais, des fois, tu as un personnage qui représente la force, donc c'est les mains, le cerveau, la tête. Emery, c'est le cœur du roman. Ouais, je pense. Il apporte ce côté très émotionnel à certaines scènes, et puis il est vraiment guidé par son cœur, quoi. Par son histoire avec son frère, qu'on va retrouver finalement, c'est quelque chose qui va le suivre forcément tout le long de sa vie. C'est le cœur pour moi. Ouais. Bon, et quel autre personnage tu aurais? Alors, j'aime beaucoup Ramad. On n'en a pas tellement parlé, mais c'est une autre ligne narrative, du coup, qui... Lui aussi, son histoire, elle était horrible. Oui. Avec sa femme, sa fille. Bah, c'est là où je me suis dit, ma cite, c'est non, juste non, meurs. C'était horrible, c'était horrible. Et je pense que, alors spéculation, mais je pense qu'il va se rapprocher de Cheda. Il va y avoir un truc là entre les deux, je sais pas. Pour le coup, tu vois, c'est un de mes personnages préférés. Ah, voilà. Je pensais parler de mes personnages après, mais comme tu dis, Ramad, tu dois autant faire le lien. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est un personnage qui apparaît doucement, dont on ne pense pas qu'il aura une importance capitale, mais en fait, quand on y réfléchit bien, il a quand même les chapitres lui sont consacrés. Hein. Ouais, c'est le héron pardon, qui vole dans le dessin de chaque début de chapitre. Donc, il a quand même son chapitre bien à lui. Il a ce passé très troublé, très brutal, où il a tout perdu. Et c'est un personnage qui est justement lui-même perdu. Il cherche désespérément, à mon sens en tout cas, c'est comme ça que je le voyais, par où se raccrocher ou par qui. Ouais, je suis assez d'accord. Et je trouve qu'il a une histoire assez similaire à celle de Cheda, dans le sens où il recherche quand même la vengeance, mais pas envers les mêmes personnes, tu vois. Donc, quelque part, il y a un conflit d'intérêts à ce niveau-là. Oui. Tu n'en avais pas d'autres? Bah oui, mais Cheda, en fait, tout simplement. Ouais, mais il faut le citer. Donc oui, Cheda, un autre de mes personnages favoris, tout simplement parce que bah, elle est, ouais, elle est juste entière, forte, intense. Et à travers ses points de vue, on ressent tellement de choses, on ressent mais tout, tout. C'est le personnage décrit à fleur de peau. C'est un de mes personnages préférés aussi, pour le coup. Et c'est quelque chose que je te disais, j'ai pas l'habitude généralement de vraiment adorer les personnages principaux. Je suis plus pour les principaux secondaires généralement. Ouais, c'est en général le cas. Ouais. Cheda, elle a ce truc, déjà, je trouve qu'elle n'est pas du tout stéréotypée. Ce qui me fait mal souvent en fantasy, c'est que soit les femmes sont hyper sexuées et elles sont plus des objets, en tout cas sur de la vieille fantasy, puisque moi je suis un vieux de la vieille pour la fantasy. Et c'est vrai que les femmes étaient plutôt objets de désir et de sexe, etc. Après, elles ont pris une place un peu plus forte, mais toujours très sexuée. Cheda, elle est féminine, elle est femme, elle est brutale, elle est douce, elle pleure aussi. Et elle a une force à fleur de peau, une force de caractère qui est juste, qui la rend humaine. En fait, voilà, c'était un personnage badass humain. Ouais, tout à fait. Il y avait un autre personnage aussi que tu aimais bien? Bah oui, du coup, alors moi je peux pas trop le citer parce que en fait, il s'avère que c'est un des rois et donc du coup, je peux pas trop le citer, sinon vous allez très vite comprendre que ce personnage-là est vivant ou vous allez peut-être vous dire ah bah s'il l'a lu jusqu'au tome 5, il est jusqu'au tome 5 ou il est jusqu'au tome 4 ou au tome 3. Je veux pas vous spoiler parce que vraiment cette mort des rois, elle est recherchée par Cheda et donc elle est importante aussi à découvrir au fur et à mesure de votre lecture. Je dirais juste voilà, que c'est un personnage qui est déstabilisant. C'est un personnage qui, à mon sens, possède le plus grand de tous les pouvoirs, le plus puissant de tous les pouvoirs, parce que chacun des rois a reçu un don des dieux. Et ce pouvoir qu'il a, il ne l'utilise pas forcément énormément, mais quand il l'utilise, c'est pour moi le plus puissant. Et ce que j'ai adoré, c'est que j'ai récemment découvert en échangeant avec Beaulieu que en fait, c'est aussi son personnage préféré. Donc voilà, j'avoue que je suis très content. D'ailleurs, pour la petite précision, il aime bien échanger là-dessus sur les personnages préférés de chacun. Et il me disait qu'il n'avait pas trop de retour là-dessus. Donc, si vous avez envie de discuter avec lui sur votre personnage préféré, il sera toujours open parce que vraiment, c'est quelque chose qu'il aime bien.
Et donc, ce roi, ouais, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui m'a captivé dès le tome 1. Et il y a des côtés très humoristiques chez lui, mais pas tellement quand même, mais qui font qu'en fait, il y a de la drôlerie, si tu veux. Je crois que j'ai une piste. Oui, c'est très, très difficile, je ne veux pas trop en dire, mais voilà. En tout cas, c'est un personnage qui se révèle au fur et à mesure. Et quand j'ai découvert son plein potentiel, je suis resté atterré. Voilà. Ok, ok. Moi, je me réjouis. Et du coup, des personnages que tu aimes moins, enfin que tu aimes détester? Il y en a un, plutôt une, que je déteste, mais alors je la déteste. Et c'est Myriam. Voilà. Ah, ouais. C'est vraiment un personnage très complexe et je n'aime pas du tout ce personnage. Mais quand je dis je n'aime pas, c'est pas genre il y a un mauvais traitement de l'auteur, c'est qui elle est, ce qu'elle fait. Je suis pas Ouais, fan. ouais. Déjà, rien que dans ce premier tome, euh, on sent qu'elle a des motivations bien spécifiques et que bah, cet accès à la magie, en fait, ça va lui... Enfin, déjà, j'ai l'impression qu'elle est influencée ou peut-être corrompue, tu sais, par cette magie. Donc, je sais pas si il y a quelque chose là-dedans à Elle n'est pas rechercher. corrompue, mais en effet, la magie du sang puise dans la personne. Donc, Ouais, tu disais la dernière fois, tu l'as retrouvée sur des moments où elle était un peu faible ouais. physiquement, etc. La magie du sang puise dans la personne. Mais en tout cas, c'est difficile de dire sans spoiler. Donc, euh, c'est peut-être pas sa magie qui la corrompt, c'est peut-être elle-même qui corrompt sa magie. Voilà. Ah, ouais, ouais. Ah, une jolie vision des choses, ouais. Juste dans la façon de dire que tout ne vient pas forcément de la magie, il y a des choses qui viennent de nous-mêmes, en fait. Mhm, mhm. Ok, ouais. Le personnage, pour le coup, comme tu disais, que j'ai aimé détester. Parce que même si je la déteste, ben, j'aime la détester dans ce récit de Beaulieu. Ouais. Ok. Et Pour le moment, je n'ai pas trop que je déteste vraiment. bah, si, Mais si je devais en choisir un où c'est Mathilde en fait. Sauf s'il y a un plot twist qui va faire en sorte qu'il devient le héros d'un coup. Bah, justement, un des aspects qui fait que je l'aime pas beaucoup et qui m'a en même temps juste fait faire waouh quand j'ai commencé le bouquin, c'est la scène du début où il y a un attentat, si on veut, sur le roi dans cette espèce d'allée où ils ferment tout, ils bloquent les deux passages entrée et sortie, et bah, c'est un espèce de marché, il y a des gens dedans, et ils mettent le feu, et presque tout le monde meurt dès le départ, juste parce qu'ils voulaient tuer un roi, et au final, il l'a même pas tué, donc vraiment plein de vies perdues, pourquoi Ah, j'ai trouvé ça horrible, ce passage, vraiment. tu le verras parce qu'il y a une belle évolution aussi. Enfin, il y a une belle pas évolution, mais en tout cas, il y a de bons passages où tu comprends mieux de Moonless Host et donc tu comprends aussi Mathilde à certains points. Ouais, alors justement, c'est ça que j'attendais de voir, parce qu'il est un peu présenté dans ce premier tome. Pour moi, s'il y a un vrai méchant, ce serait lui, dans ce Oui. premier tome, mais je ne doute pas qu'avec la suite, il y aura, comme on l'a dit, hein, des nuances aux personnalités qui sont pas bonnes ou mauvaises. Mais ces actes, en effet, restent largement contestables. Ouais, Parce ouais. que, comme tu dis, finalement, pour en supprimer un, il n'hésite pas à en supprimer plusieurs. Mm. Et des gens innocents en plus. J'ai une petite dernière question pour toi, parce que c'est vrai que ça m'a un petit peu travaillé, mais tu te représentes comment, Léa Cyrine? Alors, je me représente comme des momies, perso. Ok. Des espèces de, alors moitié squelette, moitié momie, bon, enfin des momies si tu veux, où on voit un petit peu Mm. leur squelette, un petit peu avachés sur eux-mêmes, sur le dos voûté, tu vois, Ah avec ouais. une colonne vertébrale où on voit un petit peu qu'on va ressortir dans des lambeaux, à travers les lambeaux, la peau noire, puisqu'ils ont normalement, ils ont de la peau noire, Mhm. voilà, avec des mains griffues, quelque chose qui tient finalement à l'homme, Mhm. un petit peu aux Adichara, Adhikara, du coup, qui sont Mhm. les arbres sous lesquels il repose, euh, et qui sont avec ses épines, ses arbres avec ses épines, etc. Et voilà, c'est plutôt ouais, ce genre de momie. C'est pour ça que quand tu parlais de momies, d'Égypte, de pyramides, voilà, moi j'ai beaucoup cette idée-là des Assyriens. Ouais, ok. Ouais, Ouais, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu de la peine à les imaginer au début. Bah, la première fois que j'ai entendu le résumé, je me suis dit, ouais, ça doit être des espèces de... comme dans Harry Potter, tu sais, les détraqueurs, je crois. ouais, Un ouais. peu comme ça, tu vois, flottant et tout. Et après, je me suis dit, ouais, peut-être, comme tu dis, un peu plus humain,
Mais du coup, ça ajoute vraiment un aspect un petit peu horrifique quand il dit qu'il y a des bestioles enfin des bestioles, des gens qui voilà, sont dans les rues, qui viennent te chercher. Ah, mais quelle horreur! Je ne sais pas si tu avais vu les films de la momie. Alors, les plus récents, c'était avec Brendan Fraser. Tu sais, je ne sais pas si tu vois l'acteur. Euh, Bien, la oui, je momie. crois. Ouais. Et en fait, tu as la momie au bout d'un moment qui hurle, tu sais, et la mâchoire, elle est déformée. Et Ouais. souvent dans Shark tu entends le hurlement des Azyrines. Et c'est moi quelque chose qui me fait frissonner. Tu vois, j'en ai des frissons. Mais ouais, c'est cette image-là, ouais, ce genre de humanoïde momifié, si tu Ouais. veux, Ah, ouais. cette bouche qui va s'ouvrir de manière exponentielle quoi, pour lancer son cri. Quoi. Mhm. Ouais. Bah, je pense que c'est une façon assez juste. Ouais. En tout cas, ouais, c'est des créatures, personnages que tu vas prendre plaisir à retrouver, Ouais, parce que vraiment, il y a quelque chose de creusé là-dessus. je pense bien. Ce sont les chiens de garde des rois, finalement, qu'ils envoient pour récolter le sang. Et moi, j'en ai énormément de peine. J'ai énormément de peine pour eux. Et vous le comprendrez tous au fur et à mesure des romans et des tomes de Sharakai, mais j'ai énormément de peine pour eux. Mais c'est très bien écrit, encore une fois. Ouais. Mhm. Vivement qu'ils lisent le 2. Mais bientôt, je l'ai commandé. Il est censé arriver le 11. Bon, ça va. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter peut-être? Je dirais juste en dernier point, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué au fur et à mesure des tomes également, et qu'on ne dit pas forcément souvent quand on parle de Sharakai. Pour moi, c'est avant tout une histoire de famille. On va vraiment retrouver cette notion partout, chez les rois, parce que les rois ont des enfants, Mhm. donc les Blade Maiden, qui sont donc les fils des rois, mais aussi dans leur unité en tant que roi, ils constituent aussi une famille de 12 quelque part. Tsheda, qui n'a plus de famille, qui finalement s'en est créé une avec Emery, avec Darzada, avec d'autres personnes au fur et à mesure. Hamad, finalement, tu vois que j'avais complètement zappé ce côté-là, mais qui ressemble à Tsheda, puisqu'il n'a pas de famille non plus. Mhm. Il se recrée, il essaye désespérément de se recréer cette famille. Il y a ce lien, la famille. Et c'est pareil, les rois, les Azirim, tout ça, il y a énormément de choses que tu vas découvrir. Et pour moi, le maître mot de la série, c'est ça, c'est la famille. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. On vous conseille vraiment, vraiment de lire cette saga. Vous l'aurez compris, on est deux fans de fantasy et il y a vraiment plein de choses, de la fraîcheur, des nouveautés, des enjeux, des mondes complexes. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Ça change énormément malgré tout ce qu'on peut lire. Ouais. Et l'auteur qui est finalement assez peu connu, qui devient de plus en plus connu, notamment grâce aux sorties poche, je trouve, et qu'on voit de plus en plus passer sur Instagram. Mais pour un auteur aussi peu connu, d'avoir un si bon niveau d'écriture et qui nous emporte aussi loin, on parlait de Sanderson tout à l'heure, voilà, il ne faut pas hésiter, honnêtement, ce premier tome n'est qu'un premier tome immersif, mais d'un univers tellement vaste et magnifique que ça vaut vraiment le coup de se lancer dedans, en VO ou en VF. Mhm. Ouais, et puis je pense que la comparaison à Brandon Sanderson, elle est pertinente parce que vraiment, je retrouve les mêmes traits que j'aime dans les livres de Brandon Sanderson. Tu es Avec plus. un univers, ouais. Et oui, je te comprends complètement. Ouais. Ouais. Et du coup, je crois qu'on a un petit peu tout dit. Donc, encore une fois, allez voir le site de l'auteur qui est très, très sympa. Moi-même, je viens de m'abonner à son Instagram. Plein de recettes de cuisine. Oui, voilà. Euh, il parle justement de ses livres, il détaille un petit peu l'ordre de lecture. Il y a les nouvelles aussi qui n'ont pas été publiées normalement, mais qui sont auto-éditées par l'auteur, qui ont l'air juste géniales. Est-ce que je craque? Est-ce que je craque pas? Je les ai dans mon panier. Et donc Moi, voilà. perso, par exemple, il y a 2 nouvelles, c'est des coups de foudre. Alors que voilà, j'ai adoré le tome 1 et les autres tomes au fur et à mesure, mais pour te dire, alors que ça se tient sur 70, voire 120 pages, voire un tout petit peu plus pour certaines, il y en a 2, c'est un coup de foudre. Donc c'est fort en si peu de pages d'arriver à nous faire ressentir ça. Donc fonce, craque, vous aurez quelqu'un avec qui parler des nouvelles. Et du coup, j'en profite pour vous dire d'aller suivre Rémi sur son compte Instagram, qui est vraiment super, hein, parce que tu t'exprimes très bien dans tes stories. Enfin, c'est à chaque fois tu me donnes envie. Tu sais, j'ai même pas envie de regarder parce que mon panier il augmente à chaque fois que je te vois parler de bouquins. Et je crois d'ailleurs que Sharakai c'était grâce à toi, hein, il me semble. J'en ai fait plusieurs stories. De toute façon, vous verrez bien
mon Instagram est un peu pollué de Wheel of Time et Sharakai, grosso modo. Mais en tout cas, un grand merci, parce que voilà, moi, je suis très content d'avoir été là avec toi. C'est vraiment tu es une lumière dans le monde de la fantasy, je trouve, avec beaucoup d'esprit, beaucoup de drôlerie, beaucoup de sourire. Tu présentes ces vidéos. C'est toujours très agréable. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est très gentil, merci. Très touché que tu m'aies proposé de te rejoindre là-dessus pour parler du coup de Sharakai et puis de continuer à voir ton univers grandir au fur et à mesure. Donc, un grand merci à toi. Bah écoute, je suis très contente aussi. On se revoit pour le tome 2. Hein. Bon, avec grand plaisir. Et clique sur acheter. Je plaide coupable pour ton porte-monnaie. Du coup, on arrive à la fin. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et si vous voulez revoir Rémi sur la chaîne, mettez des pouces, commentez, partagez avec nous, venez échanger, vraiment. Et du coup, on se dit à tout bientôt. À bientôt. Bye.